Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Bonjour Valentin, bienvenue sur Séoul Connect. Bonjour Bart. Merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Est-ce qu'on peut commencer peut-être, tu te présentes sur ton activité actuelle et puis qui tu es, qu'est-ce que tu fais en Corée? Je m'appelle Valentin. Ça fait à peu près presque 10 ans que je travaille chez LG Electronics dans la division automobile, donc qui fait essentiellement de l'électronique embarquée pour différents constructeurs. Et je travaille essentiellement à faire de la gestion de projets techniques, donc beaucoup l'interface entre nos clients en Europe essentiellement et nos équipes de développement en Corée et chez LG. D'accord, les clients en Europe, tu peux citer des noms? On on cite très peu de marques chez LG. Non? On est assez OK. discret sur nos mais globalement, tous les constructeurs automobiles européens, donc que ce soit des constructeurs automobiles allemands comme BMW, Volkswagen, français, anglais même, on travaille à peu près avec tout le monde, ouais. D'accord, il y a un gros niveau de confidentialité chez LG? C'est une industrie où les relations entre les fournisseurs et les constructeurs automobiles sont assez discrètes en général, où on annonce assez peu, effectivement. Des fois, on fait des annonces, mais ça reste assez rare. D'accord. Et donc tu travailles à quel endroit? Donc, je travaille dans un campus qui a été construit il y a 3 ans à peu près, qui est à Magok, c'est près de Gimpo, l'aéroport de Gimpo. Et donc, c'est un campus où toutes les activités de recherche du groupe LG ont été regroupées. Alors, pas seulement électronique, aussi la chimie, les batteries, etc., où il y a environ à peu près 25 000 ingénieurs qui travaillent. Donc, un très grand campus, un peu à l'américaine, dans un quartier tout neuf, en gros, qui est assez sympa, voilà, à l'est de Séoul. Oui, en fait, j'ai fait celui qui ne connaît pas, mais j'étais venu te voir, on a déjeuné ensemble et c'est vrai que c'est magnifique. C'est un ensemble de bâtiments, mais qui est intégré dans de la verdure, des allées, des fontaines, etc. Avec le parc botanique aussi à côté. Ça fait combien de temps que LG a emménagé là-bas? Ça fait 3 ans à peu près, ouais, un peu plus de 3 ans maintenant. On avait d'autres beaux campus de recherche avant, mais là, c'est vrai qu'effectivement, c'est jusqu'à présent l'un des meilleurs endroits où j'ai travaillé, effectivement, que j'ai même pu visiter avec d'autres entreprises. D'accord. Et donc, toi, tu dis que ce qu'on dit sur les chez Bose, ce n'est pas toujours vrai, en tout cas chez LG. Vous n'avez pas forcément des horaires de malade, c'est plutôt flexible. Est-ce que tu peux parler de ça aussi? Ah, alors, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a il y a eu des très grandes transitions en termes de loi du travail, en termes de culture du travail en Corée sur les dernières années. En particulier depuis l'élection du président Moon Jae-in, il y a eu une limitation très forte du nombre d'heures maximum qui peut être travaillé à 52 heures en comptant les heures supplémentaires, 40 heures par défaut. Je pense que beaucoup de gens ont été sceptiques à l'époque, et il faut reconnaître que depuis à peu près 3 ans, 2 ans et demi, LG a réellement implémenté un système d'horaire flexible. Donc, il n'y a plus d'horaire on n'est plus obligé de venir à une certaine heure le matin, on n'est plus obligé de partir à une certaine heure le soir. Ils ont mis en place aussi un certain système de navette de bus, etc., qui permet aux employés de partir à des heures plus tôt ou plus tard. Donc aujourd'hui, non, en termes d'horaire de travail, on peut faire des heures assez longues, on peut se retrouver à travailler tard, mais globalement, il y a une très grande flexibilité. Moi, je suis dans une équipe avec beaucoup de gens qui viennent facilement à 10 heures, 11 heures le matin, qui peuvent partir tôt des fois s'ils ont besoin. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans la culture du travail qu'il pouvait y avoir encore il y a même 5-6 ans, où les horaires étaient très stricts. Il fallait être le matin à 7h50. Les gens partaient rarement avant 9-10 heures le soir. Aujourd'hui, ça, en tout cas, chez LG, on le voit plus du tout quasiment. D'accord, oui. Puis comme tu le disais toi-même, c'est vrai qu'il y a des cadres à Paris qui peuvent travailler 10, 12 heures par jour, parfois sur certains jobs. Après, c'est certain que
voilà, comme quand on est dans une grande entreprise, quand on peut avoir des postes à responsabilité, il y a des gens qui vont faire leurs 40 heures sans en faire une minute de plus presque. Et puis, il y a d'autres employés qui vont effectivement faire des heures plus importantes, en général plus selon leurs responsabilités ou autres. Mais moi, je le vois quand je travaille, par exemple, avec des entreprises françaises ou allemandes. C'est pas, enfin, c'est fort. On peut voir des gens travailler depuis chez eux à la maison, travailler tard, retravailler le week-end. Je pense que quand on atteint un niveau de responsabilité, en particulier dans l'ingénierie ou autre, avoir des heures un peu plus longues ou un peu plus dures, c'est pas forcément, j'ai envie de dire, c'est monnaie courante à travers le monde. Surtout si on aime bien son job, hein, ce qui a l'air d'être ton cas. Donc justement, c'est plutôt intéressant ce que tu fais, ce sur quoi tu travailles. Qu'est-ce qu'on peut partager officiellement comme ça, à l'antenne, j'ai envie de dire? Alors, moi, je travaille essentiellement dans tout ce qui est système de navigation embarqué. Et aujourd'hui, en fait, la tendance dans l'industrie automobile, c'est que le cockpit complet, donc l'intérieur complet, en fait, se consolide dans des systèmes un peu uniques. Donc, on peut le voir chez Tesla avec juste un écran, même plus d'écran de bord ou autre, juste un écran central. Donc, aujourd'hui, moi, je travaille vraiment sur cette partie-là, technologie de la voiture. Bon, j'ai lancé, alors ça c'est public, donc on peut en parler. J'ai lancé les anciens systèmes chez Renault, donc Arlink 2 à l'époque, donc ils sont actuellement en production dans beaucoup de voitures Renault. Et le dernier système sur Defender, donc un Land Rover, donc un constructeur anglais, qui s'appelle PIVI Pro. Donc voilà, c'est des systèmes sur lesquels moi j'ai travaillé là, ces dernières années, qui sont aujourd'hui sur le marché et qui ont été développés effectivement en partenariat, hein, bien sûr, entre les constructeurs et puis LG Electronics. D'accord. Et tu me disais, tu as un peu un rôle de chef de projet avec une partie presque vente aussi et beaucoup de déplacements en Europe? Ouais, alors du coup, avant Covid, Oui, bien alors sûr. quand les frontières étaient encore ouvertes, je faisais effectivement vraiment une relation, enfin la relation technique, presque technico-commerciale, mais essentiellement technique entre le client et le constructeur en Europe et LG. Et donc souvent, voilà, je faisais des allers-retours à peu près une fois par mois en Europe pour faire des comités de pilotage ou des différentes réunions de gestion de projet, réaligner le statut et revoir les actions à prendre avec le client en général. Oui, donc Donc c'est excuse-moi, une fois ouais, par mois en Europe, hein. Tu prenais ouais, ouais, l'avion ouais, une fois par mois pour aller en Angleterre, en Allemagne, France? ouais, tout à fait. D'accord. C'est quand même un rythme assez soutenu? On s'y fait, on s'y fait. Mais oui, non, effectivement, c'était intense. Et c'est vrai qu'au final, on fait beaucoup de choses maintenant, plus par visio. Et on faisait déjà beaucoup de calls à l'époque, hein, avant même avant le Covid. Mais c'est vrai qu'au final, on s'est rendu compte qu'on était quand même capable finalement de gérer comme beaucoup de choses à distance. Et c'est pas plus mal en fait. C'est pas plus mal. Oui, ce sera peut-être l'effet Covid, il y aura peut-être moins de déplacements et plus de réunions Zoom? Je pense que les déplacements vont reprendre quand même, hein, une fois que Ouais. les frontières vont rouvrir. Je pense que le besoin de voir les gens quand même en physique, en face-to-face, ça reste important. Mais c'est vrai que j'espère que le rythme va diminuer. On va espérer que ça soit plus exceptionnel, ce genre de rencontre. Et donc tu as une équipe aussi avec toi? Alors du coup, oui, j'ai plusieurs autres chefs de projet techniques là, avec qui je travaille. Donc c'est vraiment sur sur tout le scope européen, sur tous les constructeurs européens qui sont nos clients. C'est assez nouveau, là, date de cette année, donc ça fait partie des nouveaux défis, on va dire, d'essayer de faire grossir cette pratique que j'ai pu mettre en place chez LG il y a quelques années et d'essayer d'avoir quelque chose qui reste dans la durée et qui continue, j'ai envie de dire, même si je partais ou si j'allais dans d'autres responsabilités. Ouais. Donc c'est combien de personnes aujourd'hui, ton En équipe, équipe? on est 6 aujourd'hui. Ouais. On est Pardon? 6. 6. 6 D'accord. personnes. Ouais. Et tu m'as dit qu'il y avait des Français dans le lot? Oui, alors bah, c'est vrai qu'il y a 3 ans maintenant, ouais, on a, en discussion avec mon boss et en réalisant quand même que pour pouvoir travailler effectivement avec des entreprises, voilà, enfin aussi bien, hein, je veux dire pas que les clients, mais aussi des partenaires qu'on peut avoir un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Inde, au Vietnam. On peut avoir une équipe un peu plus diverse ou avoir un peu plus de différence de profil effectivement en Corée était plutôt pratique et bienvenue. Du coup, de par mon réseau, j'ai recruté des Français, mais c'est vrai qu'on aurait pu recruter d'autres profils. Avant le Covid, on avait des plans de recrutement qui ont été un peu arrêtés par politique d'entreprise. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi aujourd'hui
autour de moi, en tout cas, quelque chose que j'essaye de mettre en place, pas forcément du tout une direction d'entreprise, mais d'essayer d'avoir une équipe un peu plus diverse et de construire voilà, différents profils pour améliorer les collaborations entre différents partenaires. D'accord. C'est des profils d'ingénieurs? Oui, oui, on est sur des postes quand même très, très techniques, avec beaucoup de discussions, voilà, de pouvoir engager des discussions sur de l'architecture software, de l'architecture hardware, ce genre de choses. Ça reste effectivement des postes, oui, essentiellement d'ingénieurs. D'accord. Et justement, le cadre de travail LG, est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Est-ce que ça parle plutôt coréen? Ça parle un peu anglais? Alors, c'est pas, je pense que par rapport à d'autres conglomérats coréens, on n'a pas il y a pas une volonté ou une politique de recruter beaucoup d'étrangers. Ça reste effectivement très, très coréen ou coréen-américain, enfin voilà, avec des gens qui ont quand même une attache forte à la Corée. On, je pense que globalement, il y a un bon niveau d'anglais en général dans les équipes, mais c'est vrai que après, je pense qu'il faut être pragmatique dans l'approche. C'est-à-dire que dans une réunion, il vaut mieux que tout le monde parle en coréen et faire les efforts pour nous suivre et puis éventuellement reposer des questions en anglais ou voilà. Des fois, il se peut que quelqu'un parle en coréen, répond en anglais. Enfin voilà, d'avoir quelque chose qui n'est pas forcément formellement en anglais, même des fois dans les emails ou autres. Voilà, je pense que selon les destinataires du message, selon les discussions qu'il y a besoin, il faut savoir être flexible entre le coréen et l'anglais. Donc, c'est clairement un environnement où, voilà, juste avec de l'anglais, ça serait difficile. Maintenant, en ayant un peu de connaissance de coréen, en faisant un peu d'efforts, parfois en utilisant des traducteurs ou autres, on s'en sort. D'accord. Donc toi, ton niveau de coréen? Alors, voilà, c'est toujours une question difficile. J'ai pris l'habitude de travailler plus en anglais, c'est vrai, pour des raisons de confort personnel, etc. Donc, je pense que ça m'a pas fait beaucoup progresser en coréen, mais c'est vrai que voilà, bon, je pense que j'aurai un niveau intermédiaire. Je suis capable de comprendre ce qui se passe dans une réunion. Je suis capable d'éventuellement intervenir en coréen si vraiment le besoin s'en fait sentir. Mais c'est vrai que je suis pas très confortable en coréen. C'est toujours quelque chose. J'ai toujours beaucoup de mal et je me sens toujours. C'est toujours très stressant en général quand j'ai besoin de faire des interventions en coréen. Donc tu le gardes plutôt pour le chit-chat, c'est ça? Le Ouais, bonjour le ouais, matin à la machine à café. Et sur le reste exactement. du temps, combien de temps tu dirais que tu passes sur un pourcentage peut-être? Quel pourcentage de ton temps tu parles en coréen au travail à peu près? Ce qui se passe, c'est surtout, voilà, moi, c'est lire des emails en coréen ou suivre des réunions qui se passent en coréen. C'est plus dans le côté passif finalement de la langue, c'est lecture, lecture, écoute. Parler coréen au travail, ça m'arrive quand même très rarement, très très rarement. D'accord. Par contre, tu lis beaucoup, tu écoutes beaucoup et Ouais, toi, tu interviens en anglais, tu écris en anglais principalement. exactement. D'accord. Et quand tu as recruté justement des collaborateurs qui n'étaient pas coréens, est-ce que le niveau de langue était un critère ou pas? Non, certains parlent très bien coréen, beaucoup mieux que moi d'ailleurs. C'est pas forcément le cas de tous les gens dans mon équipe. Non, c'est pas un critère. Enfin, ce qui était important, je pense qu'en particulier dans un environnement technique, au-delà de la langue, je pense d'être capable de se faire comprendre techniquement, d'avoir un bon background technique, d'être capable de vraiment participer à des discussions techniques. C'était un critère plus important que la langue. Par contre, je pense que ce qui était important au-delà de la langue, c'était d'avoir une compréhension de ce que c'est que travailler dans une entreprise coréenne ou travailler voilà, dans un environnement multiculturel. Au-delà de la langue, c'était pour moi le plus important comme critère. Ok. Bon, et pour les Français qui nous écouteraient et qui chercheraient un travail, comment est-ce qu'on fait pour entrer chez LG? Alors, si on est coréen, il y a des procédures de recrutement entrées chaque année, voilà, avec des sortes d'examens ou autres. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de processus de recrutement, j'ai envie de dire, dédié pour les étrangers. Il y a pu en avoir à une certaine époque. Donc, du coup, ça va être surtout sur le réseau, sur les connaissances. Et voilà, je veux dire, la plupart des recrutements qui ont été faits, en tout cas, c'était essentiellement basé sur voilà, des gens que je connaissais un peu indirectement dans mon réseau plus ou moins éloigné. Donc, c'est souvent, voilà, c'est basé sur le réseau, Et qui était déjà basé en Corée. qui était déjà basé en Corée, oui, tout à fait. D'accord. Donc, idéalement, il faut commencer par une première expérience avant de pouvoir espérer rejoindre LG, je pense. Ouais, c'est effectivement il y a de fortes chances. Après, on recrute beaucoup aussi dans nos bureaux européens. Enfin, voilà, on a un bureau en France, un bureau en Allemagne. Il y a après des offres aussi, pas que en Corée.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, je pense que pour rentrer, en tout cas dans la division. Alors après, il faut faire attention, c'est qu'LG, c'est une grande entreprise et voilà, c'est là où je travaille est quand même une toute petite part finalement de l'entreprise. Donc ça peut être aussi différent dans d'autres parties du groupe. Mais c'est vrai Oui, oui, qu'autour oui, de moi, voilà. voilà, c'est Faut basé évoluer. sur ton expérience. Oui, mais c'est Ouais. normal, effectivement. Ça peut être différent dans d'autres départements, mais basé sur ton expérience. Et justement, est-ce que tu as vu des passerelles comme ça? Est-ce que tu as vu des gens, des étrangers arriver à LG Corée en provenance d'LG France, Allemagne, Angleterre? C'est rare, mais oui, enfin, ça existe. C'est pas commun, mais ça existe. Ouais, ouais, il y a des passerelles, effectivement. D'accord. Et toi-même, comment est-ce que tu es arrivé chez LG? Alors, par hasard, pour être très honnête, j'ai commencé chez LG en 2011. Et à l'époque, moi, j'avais fait voilà, un an en échange, en master à KAIST, donc une université en Corée. Et j'avais décidé de repartir pour un doctorat. J'avais déjà le laboratoire, le professeur, enfin, tout était un peu arrangé. Et j'ai reçu un email voilà, sur LinkedIn d'un recruteur d'LG. Et à l'époque, alors c'était il y a longtemps, il y avait une vraie stratégie, enfin, il y avait une vraie volonté, on va dire, de faire des équipes diverses. C'est une équipe qui remonte vraiment à 2009-2010. Il y avait même au sein du board LG, en fait, ils avaient recruté une moitié du board LG de candidats étrangers avec vraiment des backgrounds différents. Et donc, le CEO de l'époque avait une sorte de stratégie voilà, de faire un groupe plus international. Et du coup, cette équipe de recrutement m'a recruté parce qu'il recrutait beaucoup d'étrangers. Donc, c'est comme ça que je suis rentré chez LG à l'époque. Mais à l'époque où je suis rentré, le CEO a changé, cette stratégie a changé, cette équipe a disparu. Et le boss qui m'a recruté à l'époque est parti environ 2 mois après que je suis arrivé chez LG. Et beaucoup de ces profils internationaux qui ont été recrutés à l'époque sont tous partis aujourd'hui. Donc, je suis arrivé un peu sur la fin de cette politique-là d'entreprise. Et c'est vrai que ça a été un peu un moment de doute parce que je suis arrivé et tout le monde autour de moi est parti. J'ai fait, oula, peut-être pas eu la meilleure décision que j'ai prise. D'accord. Mais bon, au final, En même temps, tu n'avais rien à perdre, si je comprends bien, puisque tu finissais tes études, c'est ça? oui, ouais, oui, j'avais pas grand-chose à perdre. Effectivement, je venais de finir mes études. C'était pas, voilà, j'aurais perdu 1 ou 2 ans au pire. Et ils t'ont identifié sur LinkedIn en fonction de ton profil. Tu Ouais, devais avoir renseigné que tu étais en Corée quand même, non? C'est ça? ouais, tout à fait. Et puis bon, voilà, KAIST étant une université quand même très reconnue ici, je pense qu'ils avaient, ils ciblaient, je pense, voilà, des étudiants qui avaient fait des programmes d'échange en Corée, qui avaient des profils d'ingénieurs. Donc voilà, j'ai eu le bon profil un peu au bon moment, on va dire, dans une bonne période. Ça pourrait revenir, mais c'est vrai que bon, il faut être clair qu'avoir une bonne université très connue en Corée sur son CV aide quand même beaucoup. Ouais. Eh oui, parce que c'est top quand même. Tu reçois un email ou un message de LG. On souhaiterait Mm. vous inviter à un entretien de recrutement. C'est un peu le rêve de beaucoup de gens qui veulent travailler en Corée. Ouais, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. J'ai eu beaucoup de chance. Et justement, est-ce que tu as été un petit peu comme ça contacté par des recruteurs ou est-ce que pas tant que ça finalement? Si, un peu, si. Enfin, pour d'autres entreprises en Corée qui recherchent des profils un peu étrangers. En plus, là, l'année dernière, j'ai fini un master en management à la London School of Economics, donc sur d'autres universités quand même très identifiées en Corée. Alors, c'est pas très agressif, mais oui, non, souvent, effectivement, il y a quand même peut-être une fois tous les 2-3 mois des messages de recruteurs qui proposent ou qui demandent si on est intéressé pour d'autres postes. Ouais. Alors, qu'est-ce qui te fait rester chez LG? Alors, après, enfin, moi, je suis quand même, ce qui est un peu, souvent, c'est sur des postes moins techniques ou moins intéressants, c'est que la partie technique sur les technologies sur lesquelles je travaille, moi, voilà, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. En plus, là, c'est sur un secteur où il y a beaucoup de transformations avec voilà, beaucoup de challenges techniques qui, moi, me plaisent beaucoup. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que techniquement, voilà, j'aime ce que je fais et du coup, j'ai envie de continuer. L'autre raison aussi, c'est que les gens avec qui je suis chez LG, alors c'est aussi c'est fréquent plus ou moins en Corée, mais pas forcément, voilà, peut-être pas autant que ça. Ça fait depuis que je suis rentré chez LG que j'ai le même boss
une fois que j'ai eu le changement une fois que le premier boss est parti. Mais voilà, j'ai pas changé tant que ça d'équipe. J'ai vraiment beaucoup de gens qui m'entourent aujourd'hui chez LG avec qui j'ai travaillé depuis de nombreuses années. Et c'est vrai qu'il y a un certain confort et j'apprécie beaucoup de travailler avec ces gens-là. Donc, il n'y a pas forcément le besoin ou l'envie d'aller voir ailleurs à l'heure actuelle. Oui, effectivement, vous avez le cadre, si vous avez aussi l'équipe, les conditions de travail qui vont bien. Est-ce qu'il y a d'autres avantages de travailler chez LG? Bon, après, c'est vrai que travailler dans un grand groupe, dans un grand groupe, il y a toujours les avantages du grand groupe. C'est-à-dire que voilà, il y a tout le support qu'il peut y avoir, la qualité des bureaux, la qualité de l'environnement, avoir une bonne cafétéria, etc. Tout ça, tous les environnements, tous les à côté sont quand même agréables. Et puis, il y a un certain sentiment de sécurité, on va dire. On n'est pas dans des conglomérats, on est dans des conglomérats où voilà, LG, on n'annonce pas de licenciements massifs. On voit quand même beaucoup de groupes en Europe qui peuvent, même sur des postes ingénieurs ou cadres, qui peuvent faire 1000 suppressions d'emplois, 2000 suppressions d'emplois. On est quand même sur des groupes en Corée où ce n'est pas du tout la logique, où il y a quand même une vraie logique de garder l'employé, d'essayer de faire évoluer l'employé, de le faire grandir au sein du groupe. Donc, prendre le risque d'aller ailleurs pour peut-être remettre en jeu une carrière, ce n'est pas forcément le meilleur choix que je pourrais faire. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus de chances d'avoir de la progression au sein du groupe qu'en dehors du groupe. Oui, surtout en ce moment, effectivement, période un petit peu troublée. Vous avez aussi des réductions sur le matériel LG? Oui, alors c'est pas aussi extraordinaire que ce dont beaucoup de gens pourraient imaginer. LG aime bien offrir des cadeaux. On a régulièrement, peut-être tous les 2-3 ans, voilà, on a des fois des cadeaux qui sont offerts, des produits. On a des réductions aussi sur les fins de série ou sur des produits avec des défauts qui peuvent exister. Mais alors, c'est des systèmes de loterie interne et souvent, c'est pas évident. Enfin, souvent, il y a beaucoup de demandes pour peu d'offres. Donc non, au final, c'est pas, on n'a pas tant que ça de réduction. C'est pas aussi extraordinaire que. Il n'y a pas un magasin d'employés où on peut acheter le matériel à prix réduit, alors? Non, il y a un magasin d'employés, mais les prix sont très similaires à ce qu'on peut trouver ailleurs. Ce qu'on peut D'accord, trouver OK. en Et discount dans d'autres sites. à ce propos, à ton avis, je sais, c'est pas ton département, mais peut-être que tu as un avis personnel, puis sans dévoiler de secrets non plus confidentiels, mais à ton avis, pourquoi est-ce que LG arrête la production de téléphones mobiles? Oh bah, c'est pas, je veux dire, je pense que c'est pas secret, hein, parce que ça a été fait de façon très publique. Non, le secret, il serait dans la raison, dans les Oui, non, mais même raisons la raison a été quand même très, je crois, très claire, hein, dans les communiqués de presse, dans les communiqués de presse qu'il y a eu. La division je veux dire, a été dans le négatif depuis 2015 ou 2016. Ça fait plusieurs années que la division est dans le négatif, qu'il y a eu beaucoup de stratégies qui ont été faites pour essayer de trouver une recette qui permette d'être dans le positif. Je pense que voilà, au bout d'un moment, il faut savoir tirer les conclusions. Si après plusieurs années, on n'a pas trouvé la recette, il vaut mieux réussir à pivoter, à trouver d'autres approches ou d'autres business plutôt que de continuer. Je pense qu'il y a, d'un point de vue stratégique, il n'y avait pas de voie possible pour retourner au profit sur cette division-là. OK. Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un des rares telcos, à ma connaissance, qui était à la fois opérateur et fabricant de téléphones. Ils ne sont Ouais, pas arrivés à trouver comment on dit? Un avantage de tout synergie. ça? Ouais. Ouais, une synergie, voilà. Alors, il faut voir que c'est deux entreprises qui sont en fait très indépendantes, même si elles gardent le même Ouais. nom. Et il y a des sortes de systèmes un peu de firewall de pare-feu, on va dire, où justement, en fait, les décisions d'entreprise sont pour des raisons aussi, voilà, c'est des groupes publics, donc il y a quand même beaucoup de lois, etc. Donc, en fait, même si il y a effectivement un opérateur téléphonique LG, c'était très limité, en fait, les capacités de synergie de ça, parce que c'était deux entreprises cotées séparément. Et donc, il y a des questions de règles de non-concurrence et autres qui s'appliquent. OK. Donc, du coup, par exemple, l'opérateur LG a été le premier opérateur le premier opérateur à faire venir des iPhones en Corée. Donc, voilà, les stratégies n'étaient pas forcément alignées de toute façon. Mais ça, c'est pour des raisons, vraiment pour des raisons légales, en fait.
Oui, 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 d'accord, je comprends. Très bien. Si on remonte un petit peu en arrière, d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce qui t'a amené en Corée? Alors, j'ai grandi en Bourgogne, près de Mâcon, enfin vers Lyon. D'accord. J'ai fait une école d'ingénieur, parcours somme toute classique. Dans mon cursus d'ingénieur, en fait, je voulais partir à l'étranger, je voulais partir en Asie. De par les partenariats, les offres qu'il y avait à l'époque, je me suis retrouvé à KAIST en Corée. Et du coup, l'expérience que j'ai en Corée, j'ai fait un an à KAIST, j'ai fait un stage. Enfin voilà, ça n'a pas forcément été un coup de foudre, mais voilà, je me suis senti pas si mal que ça en Corée, des rencontres que j'ai pu faire ici. Euh, J'avais pas prévu de rester aussi longtemps. Je pense que ça, c'est beaucoup de gens disent la même chose. Oui, mais déjà, Euh, excuse-moi, pourquoi est-ce que ouais. tu avais identifié l'Asie? Est-ce qu'il y a des raisons particulières qui te poussaient vers l'Asie? Oui, non, enfin un attrait sur voilà la culture orientale, enfin, il y avait un attrait de l'étranger, et c'est vrai que l'Asie, ouais, m'attirait sans. Je pense qu'il y avait un certain imaginaire où j'imaginais beaucoup de choses sur l'Asie qui sont avérées. La différence et la réalité, entre le rêve et la réalité, il y a une certaine différence. Mais ouais, non, j'imaginais un certain exotisme et un certain attrait de l'Asie, ouais, que je voulais explorer quand j'étais plus jeune. Ouais. D'accord, donc tu es en Bourgogne, tu te dis, bah, j'irais bien terminer mes études en Asie. À quel moment est-ce que tu en arrives à la Corée du Sud? En gros, le choix, c'est presque un choix, je ne devrais pas dire ça, mais ça a été le choix par élimination. Aller au Japon, demander un vrai niveau de japonais qui ne me paraissait pas atteignable. Ça paraissait compliqué. Euh, Aller en Chine était plus abordable, mais on va dire que les opportunités d'échange et d'aller à KAIST, qui est dans une université quand même très très bien cotée avec un très bon niveau, en fait, c'est ça qui m'a décidé. C'est-à-dire que puisque je me suis dit dans toutes les universités que je pouvais choisir en Asie, c'était la mieux cotée. Donc autant aller là où il y a le meilleur niveau, on va dire, en termes d'enseignement et autres. Ce que je ne regrette pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment effectivement. Enfin, j'ai fait des rencontres et puis techniquement, enfin, très très bon enseignement. Du coup, c'était voilà. Je me suis dit, bon, très bonne université, la Corée, ça a l'air d'être un pays sympa. Et Allons-y. l'enseignement était en anglais. Ouais, 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 tout était en anglais. C'est une université très internationale, effectivement, ouais, avec gros niveau, enfin, une grosse proportion d'étudiants étrangers et ouais, tout en anglais. C'est à Séoul ou autour? Non, c'est à Daejeon, c'est à ouais, environ 120 km de Séoul. D'accord, c'est à Daejeon, ok. Donc oui, à l'extérieur, c'est pas dans le Grand Séoul, hein, c'est plus loin que ça. Ah non, non, c'est vraiment. C'est voilà, au centre de la Corée. Et tu arrives en quelle année? Alors, j'ai fait mon premier semestre en échange à KAIST en 2008. Alors, il y a eu un peu j'ai fait un premier semestre, j'ai fait un stage, je suis rentré, je suis revenu. Enfin, il y a eu un peu des. Ça n'a pas été tout en continu. Mais ouais, non, la première fois que je suis arrivé à KAIST, c'était en 2008. D'accord, parce qu'en fait, ce sont des échanges. Tu fais 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et ça a duré combien de temps alors le parcours universitaire en Corée? Bon, c'était la fin de mon master, donc du coup, c'était les 2 dernières années. Donc, j'ai fait 2 semestres à KAIST, 2 semestres en France, et puis un semestre de stage à Séoul à l'époque, dans une petite start-up. D'accord, tu faisais quoi? On fait des jeux vidéo, on a fait des applications. Alors, c'était très drôle parce que c'était avant les iPhones. Et du coup, en fait, l'iPhone est sorti en Corée pendant que j'étais en stage. Donc, à l'époque, on faisait des applications pour des téléphones Windows, qui était le must en Corée à cette époque-là. Et du coup, quand je suis arrivé dans le stage, on a converti les jeux que l'entreprise avait fait pour les téléphones Windows sur la plateforme iOS, donc sur vraiment les tout premiers iPhones. D'accord. Donc, tu fais tes études et là, le plan, c'était pas forcément de rester en Corée, c'est ça? Non, en plus, je suis reparti en Inde après ça. J'ai eu une offre en Inde où j'ai passé 9 mois en Inde, donc à la fin de mes études avant de revenir en Corée. Alors, c'était une période où je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, je ne savais pas vraiment où je voulais le faire. Donc, c'était un peu, j'explorais toutes les différentes pistes et puis je voyais ce qui me semblait intéressant, mais c'était vraiment une époque où j'étais un peu dans la recherche. Tu as fait de- quoi? Tu as fait quoi en Inde?
Alors en Inde, je travaillais, alors c'était pareil, c'était au tout début, c'était dans une agence de communication digitale. Alors bon, aujourd'hui, ça paraît très classique, mais c'était une des premières agences de communication digitale, donc qui faisait des applications sur Facebook, qui faisait des campagnes en fait en ligne sur les plateformes de réseaux sociaux. Et donc moi, je faisais déjà de la gestion de projet pour gérer en fait, voilà, livrer des applications web ou des applications techniques pour faire vraiment des opérations de communication pour des clients en France. D'accord. C'était des Indiens ou des étrangers? Non, c'était un centre de développement indien, ouais. Ok. Donc, tu pars en Inde, tu ne restes que 7 mois. C'était pas Ouais. terrible ou c'était une mission ou... Euh, on va dire que j'étais assez clair que c'était pas ce que je voulais faire. Ça m'a permis de déterminer que c'était intéressant. Ça m'a beaucoup appris. Non, j'ai beaucoup appris, mais c'était pas une direction de carrière qui m'intéressait. Ok. C'était où en Inde? C'était à Chennai, dans le sud de l'Inde, anciennement Madras. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait revenir en Corée alors? Ouais, il faut être franc, à l'époque, c'était une relation amoureuse qui m'a fait revenir, qui était la motivation principale pour Voilà, revenir. d'accord. Comme beaucoup de gens. Comme Ok, beaucoup de gens ok. ici. Non, ça aurait pu être la suite des études ou une opportunité. Mais non, en fait, tu es revenu d'abord en Corée et c'est ensuite que LG t'a contacté, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc là, on a bouclé la boucle. Tu arrives et tu démarres chez LG, qui aura été finalement ton unique expérience professionnelle en Corée jusqu'à maintenant. Ouais, ouais, tout à fait. Effectivement, donc, par rapport à d'autres gens qui ont fait pas mal de boîtes ici, qui ont une expérience plus claire, c'est vrai que moi, je ne peux que parler de ce que je connais chez LG. Ouais. D'accord, très bien. Et pour l'instant, tu y restes puisque tout s'y passe bien. Tout à fait. Et tu parlais des jeunes, et j'ai vu aussi ouais, que récemment, tu as participé à un TEDx. Donc maintenant, je comprends pourquoi ça s'est passé là-bas. C'était Ouais, ton, bah, u- voilà. c'était ton université? Non, non, c'était pas dans l'université, mais c'était par des contacts. Mais non, c'est complètement deux universités tout à fait différentes. Ouais. Alors, comment tu as participé à ce TEDx? Raconte-nous un peu l'histoire de comment tu y es arrivé et de quoi tu as parlé. Donc, du coup, j'ai fait un master en management qui est une sorte d'alternative au MBA que j'ai fini l'année dernière, qui a duré 2 ans, en alternance. C'est-à-dire que, grosso modo, donc, je passais 1 semaine ou 2 semaines à Londres tous les 2, 3 mois sur le campus de la London School of Economics, Mhm. et avec beaucoup après du travail à la maison en distanciel. Donc ça, c'est un programme qui a duré 2 ans. Et donc c'était un programme très académique, ce que je cherchais. Et donc à la fin de ce programme, en fait, on avait un projet de recherche qui nous était proposé. Et dans ce projet de recherche, moi, j'ai fait une recherche sur euh, les perceptions temporelles. Je vais essayer de le dire de façon facile. Les différences de perception temporelle au sein des équipes multiculturelles. Donc ce qui se passe, c'est que quand on a des équipes avec des gens qui viennent de différents pays, d'Inde, du Vietnam, d'Europe, de Corée, la façon de comprendre et d'appréhender le temps est en fait assez différente. Et alors, Mhm. du coup, il y a une sorte d'échelle, et ça s'appelle la polychronicité, si on le veut, le nom un peu scientifique. Mais globalement, c'est qu'il y a des gens qui voient le temps de façon très séquentielle, très linéaire, qui font les choses de façon très successive. Donc, ils font d'abord une première tâche, une deuxième tâche, etc. Et puis, il y a des gens qui voient les choses de façon un peu plus intangible, un peu plus… le temps, c'est quelque chose d'un peu intouchable, qu'on a du mal à vraiment qualifier, et puis qui font un peu ils vivent dans le moment, ils vivent dans l'instant, ils font un peu ce qui se passe maintenant, et puis ils ne voient pas les choses de façon forcément très séquentielle, ils sont plus dans le moment présent. Alors le problème, c'est que quand on est dans de la gestion de projet, où justement on est quand même plus dans une gestion du temps un peu séquentielle avec des tâches, et qu'on travaille avec des équipes qui n'ont pas forcément cette vision-là ou cette compréhension-là au sein d'eux-mêmes, hein, ça crée beaucoup de tensions, ça peut créer beaucoup de difficultés. Donc le sujet de ma recherche, c'était d'évaluer le gap ou la différence qu'il peut y avoir entre les pratiques culturelles au sein d'une équipe et puis les perceptions individuelles. Voilà, c'est un sujet de recherche qui m'a beaucoup plu. Ça n'a pas forcément abouti comme je l'aurais voulu. Enfin bref, c'était compliqué et les résultats ne sont pas aussi extraordinaires que ce que j'aurais espéré. Ça, c'est le principe de la recherche. Puis j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de professeurs, d'autres personnes pendant ce projet-là. Et là, en fait, après ce master,
j'ai continué en fait à faire de la recherche et donc je continue à travailler un petit peu en parallèle sur des questions voilà, de gestion multiculturelle. Et du coup, j'avais envie de partager un peu tout ça à une audience plus large. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un TED Talk sur ce sujet. Donc, le TED Talk est sur vraiment le sujet de comment se réconcilier entre la perception du temps qu'on peut avoir au sein de nous-mêmes et l'imposition qu'on a de gérer son temps, de le manager, de l'optimiser, etc. Voilà, c'est le talk qui va bientôt être publié en ligne. Donc, je pense qu'au moment où le podcast va sortir, les gens pourront aller voir le talk en ligne sur TED.com. Oui, j'allais te poser la question. C'était en anglais? Ouais, c'est en anglais. Mais il y aura des sous-titres français. Non, non, Donc, je veux dire, c'était pas en coréen. Je veux dire, non, 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 non. c'était en anglais et ça sera sur TED.com directement. Ouais. Il les poste tous. Ok, donc on cherche à partir de ton nom, j'imagine. D'ici la publication du podcast, on aura peut-être moyen d'ajouter le lien avec l'épisode. D'accord. Et c'est eux qui t'ont sollicité ou c'est toi qui t'es proposé? Comment ça se passe? Ah non, non, je me suis proposé, il y avait un process de sélection, enfin, j'ai fait des auditions, j'ai commencé le process l'année dernière en novembre, donc non, il fallait candidater. Ah d'accord, ouais, ok. Je savais pas parce qu'il y a d'autres TED, il y a d'autres TED où ils ont déjà tellement de speakers qu'on a l'impression qu'ils choisissent eux-mêmes les speakers sans forcément faire d'appel à candidature. Ouais, je pense qu'en Corée, il y a moins d'offres de gens qui veulent faire ce genre de présentation. Du coup, je pense que voilà, il faut un appel, on va dire, à candidature. Mais surtout qu'il faut faire le déplacement à des jeunes, donc. En plus, ouais. Voilà. Mais c'est intéressant. Est-ce que cette perception du temps, elle explique aussi la différence de patience, la notion de patience chez les individus? Est-ce qu'elle est liée à la perception du temps? Ah bah oui, complètement. Enfin, pas que, mais en fait, ce qui est intéressant, alors ça c'est mon nouveau sujet un peu de recherche entre guillemets. Par exemple, en particulier dans les appels téléphoniques, dans les conf calls, comme on dit, dans les conférences téléphoniques qu'on peut avoir, euh, la notion de pause est très différente en venue d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que certaines personnes, après une seconde ou 2 secondes de pause, pensent qu'il y a un problème ou autre, alors que d'autres vont Oui. pouvoir attendre 10, 15, 20 secondes. Et donc ça, alors ça, c'est une échelle un peu faible, c'est-à-dire de l'ordre de la seconde. Mais la même chose existe à une plus grande échelle. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un doit faire un travail et doit le rendre le mardi, certaines personnes vont envoyer un email directement le mercredi pour demander pourquoi ça n'a pas été fait. D'autres personnes vont avoir plus de patience. Et ça, c'est vraiment la perception qu'on a du temps et du temps qui s'écoule joue énormément sur la patience qu'on peut avoir pour attendre quelque chose qui n'a pas été fait ou autre. Ouais. Et est-ce qu'il y a plus de patience en Asie qu'en Europe ou c'est un cliché à ton avis? Alors, moi, l'autre grand, l'autre grand message que j'essaye de donner, c'est que il y a des différences culturelles. Je pense qu'il ne faut pas les nier, mais je pense il y a plus de différences individuelles. C'est-à-dire que il y a une grande palette, on va dire, de différences individuelles en termes de perception de patience enfin, moi, dans mon équipe, ou je veux dire au sein pas dans mon équipe personnelle, mais dans les gens avec qui je travaille autour de moi, je pense qu'il y a plus de différences personnelles que culturelles, ouais, sur la patience. Il y a des gens qui sont très patients et puis des gens qui ne le sont pas du tout. Dans Je toutes pense les que c'est cultures, pas dans toutes les dans toutes les sociétés, tu veux cultures. dire. Ouais, Il y a pas de tendance générale. Je sais pas, c'est un peu un cliché qui est véhiculé, tu sais, ouais, tout à fait. Ouais. cette patience asiatique par rapport au stress et à l'hyperactivité occidentale, qui n'est pas forcément évidente en Corée d'ailleurs, c'est peut-être pas le meilleur exemple non plus, mais pour toi, c'est plus lié à l'individu Ouais. qu'à la société ou la Après, je culture. pense il y a sur quelque chose de plus culturel, parce que voilà, être stressé ou pas, enfin, là, ou être patient ou pas, c'est des choses assez individuelles. L'aspect culturel qu'on peut voir, c'est qu'il y a une forte pression, on va dire, de la société d'intérioriser. C'est-à-dire qu'il y a une attente à ce que les gens ne soient pas forcément très expressifs ici enfin, il faut savoir il y a une sorte de contrat tacite, on va dire, dans une sein d'une entreprise et autres, c'est que on n'est pas forcément là pour partager nos frustrations, on n'est pas forcément là pour challenger, on n'est pas forcément là. Puis après, il y a des attentes, on va dire, qui sont là plus culturelles, qui peuvent être plus liées d'ailleurs à la culture d'entreprise ou à la culture du pays, mais qui font qu'ici, effectivement, il y a une certaine attente à ne pas forcément exprimer son opinion de façon trop directe, ou en tout cas d'être dans le consensus, d'être quand même d'essayer d'aller avec l'équipe, d'aller dans le collectif ou autre, plutôt que dans l'individuel. Ça, c'est plus des traits culturels. Ouais. Ouais.
Je reviens rapidement sur ton master là, parce que c'était pendant Mm. ton temps LG. Donc, Ouais. est-ce que LG déjà te donne des heures de disponibilité? Est-ce que même ils participent financièrement? Comment ça se passe? Bah, oui, oui, enfin, ils m'ont donné des disponibilités. Alors, ça a été une négociation un peu compliquée avec les ressources humaines et autres. Donc, on a trouvé un terrain d'entente. Mais ça a été, voilà, on va dire, j'ai dû me battre pour trouver un accord avec l'entreprise. Ça a été une C'est, négociation un peu difficile. ils n'encouragent pas forcément à se former comme ça hors Alors, si, cursus. alors c'est là où c'était assez intéressant, c'est qu'ils font des programmes de, voilà, c'est quelque chose qu'ils encouragent beaucoup, etc. Mais du fait qu'ils l'encouragent plus sur des profils de carrière avec des cours ou autres. Alors, c'est vrai que moi, en étant étranger, enfin voilà, j'avais d'autres attentes sur ce que je voulais étudier et autres. Ça a été un peu plus difficile parce que je n'étais pas, on va dire que je rentrais pas dans les cases du process normal pour ce genre d'études. Du coup, ne rentrant pas dans ces cases-là, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué, on va dire, de créer quelque chose de plus sur mesure pour ce que je voulais faire. D'accord. Donc, tu as passé 3-4 ans enfin, pas en continu, mais sur une période de 3 années à Daejeon, c'est ça? Ouais, ouais, Plus ou ouais. moins. Alors, plutôt Daejeon ou plutôt Séoul? À Séoul, sans hésiter. Non, non, enfin, Daejeon est une ville très sympathique, mais alors, c'est une petite ville à l'échelle de la Corée, c'est une grande ville à l'échelle de la France, mais c'est vrai que ça reste une petite ville avec, je veux dire, en termes de communauté, en termes d'activités autres, quand même forcément plus limité. Ouais. Il y a quand même beaucoup plus de choses à faire à Séoul. Petite ville, c'est quoi? 500 000 habitants? Alors, Daejeon, alors, je crois que c'est quand même, non, c'est 2 millions d'habitants, il me semble, quand Ah, même. 2 millions, Je d'accord. crois que c'est la quatrième ville du pays, il me semble. Hein, Ah oui, donc, d'accord, non. Donc même à l'échelle de la Corée, non, oui. ça reste une grande ville. Mais effectivement, ouais, moins de choses à faire qu'à Ouais. Séoul. Donc là, justement, toi, 10 ans à Séoul. Du côté de l'entreprise? Ouais, 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 ouais. J'habite pas très loin, effectivement. D'accord. Et donc justement, cette vie à Séoul, qu'est-ce qui te plaît beaucoup? Puisque visiblement, tu y restes. Bon, il y a le travail, évidemment, qui se passe bien. Il y a l'expérience professionnelle. Mais en dehors de ça, il y a aussi une vie personnelle. Donc, qu'est-ce qui te plaît bien? Qu'est-ce qui te manquerait à Séoul si tu devais partir prochainement? Alors déjà, je pense que Séoul, il y a quand même, enfin, voilà, en termes de ville, il y a la rivière, les balades le long de la rivière, les parcs, les montagnes qu'il y a dans la ville quand même. Il y a quand même beaucoup de montagnes où on peut faire un peu de randonnée de façon assez accessible. Enfin, il y a un côté quand même, malgré tout, alors c'est peut-être pas la ville la plus nature, mais il y a quand même un côté nature, je trouve, à Séoul qui est pas désagréable. Mhm. Et puis, il y a une facilité de vie voilà, qui est très asiatique, mais qui en particulier à Séoul, enfin, tout est très simple. Se déplacer, aller au restaurant, faire des activités, tout se fait de façon vraiment sans encombre, sans problème. Et c'est vrai qu'il y a un vrai confort à pouvoir vivre de façon assez, sans se poser trop de questions, sans devoir planifier à l'avance, être un peu plus dans l'instant présent, justement, sur ce côté-là, Séoul, qui est quand même très agréable. Ouais. D'accord. Et à l'inverse, quel est le truc qui t'agace vraiment et qui te donne parfois envie de fuir, de quitter le pays? Bah, il faut être franc quand même que ces dernières années, la pollution s'est quand même très aggravée. Alors bon, il y a des efforts de fait. On va voir. Enfin, c'est des questions compliquées parce qu'on peut pas régler le problème de la pollution si facilement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des moments où c'est pas très agréable. Enfin, on le sent. Je veux dire, on le sent dans la respiration. On sent bien que c'est pas très très, pas très très sain, je veux dire, à long terme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la pollution pourrait être un des facteurs qui me ferait partir. Oui, surtout que tu m'as dit que tu allais au travail à vélo, c'est ça? Ouais, 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 j'aime quand même bien. Puis j'aime quand même bien faire beaucoup d'activités. C'est vrai que par exemple, faire du vélo le long de la rivière, enfin, il y a quand même des jours où quand on regarde les taux de pollution, on fait bon, on va peut-être faire ça un autre jour. Clairement. Oui, justement, est-ce qu'on peut aller à vélo toute l'année ou parce qu'il y a la pollution, mais il y a le froid aussi, peut-être la pluie. Ah oui, Euh, non, non, il y a une période où quand même, enfin, je connais des gens qui le font, mais moi, je suis pas très courageux. Mais la période décembre, janvier, février, non, 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 je retourne sur le métro. d'accord, oui. Donc l'hiver en métro et le reste de l'année à vélo. Et justement, si tu devais quitter la Corée, est-ce que tu sais où tu irais? Alors ça, c'est la question que beaucoup, c'est la question que beaucoup de gens me posent. Non, Justement. je suis très ouvert.
Je suis très ouvert. Non, je pense que ça dépendait vraiment des opportunités que je pourrais trouver. Enfin, j'ai pas de ville ou d'endroit en tête en particulier. C'est plus professionnellement parlant ou personnellement parlant, selon si, voilà, les rencontres que je peux faire ou autres. C'est plus ça qui, je pense, m'attirerait dans un endroit. Il n'y a pas d'endroit en particulier que tu as envie d'essayer? La France te Non, manque pas sincèrement. plus que ça non plus, au point de penser y retourner vivre? Non, j'ai envie de dire même que la France serait plutôt assez basse dans ma liste des priorités en termes de rapatriation, mais pour la complexité que qu'il peut y avoir avec un retour en France. Non, enfin, le Canada ou enfin, d'autres, par exemple Singapour, si je reste en Asie, le Canada en Amérique du Nord sont enfin, voilà, des endroits où je me dis que ça peut être pas mal. Mais qui sait? Qui sait? Pourquoi ça serait compliqué le retour en France? Bah, tous les témoignages de rapatriation de gens qui ont vécu voilà, une longue période en Corée, plusieurs années, qui reviennent en France, c'est vrai que des témoignages que j'en ai, en tout cas, l'unanimité est de dire quand même que le retour en France est quand même très, très difficile et très compliqué. Les démarches administratives, des choses qui sont quand même pas forcément évidentes à remettre en place et autres. Bon, les gens s'y font, hein, mais c'est vrai que ça a l'air compliqué. Ouais. Justement, qu'est-ce que tu aurais aimé quand toi tu es arrivé ici en Corée? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on t'ait dit avant que tu arrives? Parce que ça t'aurait facilité la vie de le savoir. Je vais donner je vais donner un conseil très, très pratique. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'investir dans des meubles parce que ce n'est pas forcément une bonne idée de se dire qu'on va rester qu'1 an ou 2 et de dormir au sol. Enfin, les futons sont très confortables en Corée, mais je pense que voilà, il faut savoir, si vous venez en Corée et que vous pensez y rester qu'1 an ou 2, enfin, investissez quand même. C'est pas, prenez le risque. C'est intéressant ça. Donc, pensez à investir dans des meubles. Vous resterez peut-être en Corée plus longtemps que vous ne le pensiez, c'est ça? Exactement, ouais, exactement. Et justement, est-ce que tu penses que c'est un bon moment? Est-ce que c'est une bonne opportunité pour venir en Corée en ce moment ou pas? Et pourquoi? Alors, je pense que la Corée n'est pas un pays avec, voilà, on va dire, il y a des opportunités, ça c'est certain, mais c'est un pays qui reste quand même compliqué en termes d'expatriation. C'est-à-dire que voilà, soit on vient avec une entreprise qui voilà, s'occupe de tout et c'est facile, mais c'est vrai que venir en Corée pour chercher des opportunités, il y en a, donc je veux pas décourager les gens, mais il y a beaucoup de choses à faire en tant qu'étranger ici. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres pays asiatiques ou d'autres destinations, ça reste très compliqué. Ça reste un pays qui est encore pas, qui a pas, qui se cherche, on va dire, en termes d'ouverture à l'expatriation. Et c'est vrai que c'est un peu un parcours du combattant quand même pour trouver des offres, pour trouver des emplois, pour s'installer ici. Ça reste très difficile pour beaucoup, je pense. Et étudier en Corée, est-ce que c'est justement la voie royale, c'est-à-dire c'est un bon moyen de commencer, ou est-ce que ça dépend Ah non, du je pense du type que, d'études? alors je pense que dans tous les cas, passer par la case études, c'est quand même, ça vaut le coup. Soit effectivement finir ses études ici, ou enfin en tout cas faire des semestres d'échange ici. Euh, Soit repasser quand même par des écoles de langue ou par étudier des choses en Corée. Alors, le coréen est quand même plutôt pratique de passer peut-être 6 mois, 1 an à étudier le coréen. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui arrivent, ils passent 6 mois, 1 an à étudier le coréen et puis après, ils font des recherches d'emploi. Alors, moi, c'est sûr, ça demande un peu d'investissement. Mais c'est vrai que, non, je pense que c'est une bonne façon de gérer le risque et d'essayer de voir, de trouver des possibilités. Trouver des possibilités depuis l'étranger en Corée, trouver des opportunités ici, c'est quand même assez difficile. Ça se fait, hein, mais c'est quand même assez difficile. C'est vrai que venir en Corée, voir un peu comment la vie est ici, faire des connaissances, faire du réseautage, trouver des gens, passer par la case études est quand même plutôt une bonne chose à faire, clairement. D'accord, même si c'est fini, hein, on ne peut pas espérer que LG nous appellera pour aller travailler chez eux à la fin des études. Ça peut revenir, ça peut revenir. Ça- D'autres conglomérats le font, en tout cas, on va dire. D'autres D'accord, conglomérats. ok, très bien. Écoute, Valentin, merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage d'expérience. Pour terminer, est-ce que tu as, toi, de ton côté, une annonce à faire ou quelque chose à dire aux gens qui nous écoutent? Ah non, bah, enfin, revenir sur j'espère que si vous avez l'occasion de voir le TED Talk, moi j'attends,
j'espère beaucoup avoir des retours autres. Enfin, voilà, la gestion management cross-culturel, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et d'avoir des retours ou des commentaires ou des messages de personnes avec leur expérience aussi sur leurs difficultés à gérer des équipes internationales ou autres. Enfin, ça, c'est quelque chose. N'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir de lire des retours et d'en discuter avec d'autres gens. Ouais. D'accord, donc si les gens écoutent ton talk, ce qu'on espère qu'ils feront, qu'ils n'hésitent pas à te contacter pour en parler ou pour te donner un Tout à fait. feedback. D'ailleurs, oui, tu m'as partagé aussi une présentation très intéressante là, que j'ai finalement regardée avant-hier en préparant aujourd'hui, sur sur les conditions de travail et la seniorité, hein, comme on l'appelle dans Ouais. les entreprises. Tu avais présenté ça sous quel contexte et à qui? J'ai présenté ça à des étudiants en master de ressources humaines en France. C'est un master ressources humaines orienté sur l'Asie. Donc voilà, qui regardait un petit peu les gestions de ressources humaines sur les différents pays asiatiques. Et donc du coup, voilà, j'avais partagé une expérience sur la partie ressources humaines en Corée. Et surtout, voilà, ce qui était intéressant pour moi, le message que je voulais un peu leur montrer, c'est qu'il y a beaucoup de changements qui se passent en termes de pratique du travail et autres en Corée, et que les images qu'on peut avoir, qui n'étaient pas fausses à mon avis, sur la hiérarchie, la seniorité en Corée, qui existent toujours, mais qui sont vraiment remises en cause. Et enfin, moi, on assiste vraiment sur ces dernières années à beaucoup de changements en Corée. Et je pense que comprendre ces effets de transition et comprendre les tensions qu'il peut y avoir sur ces transitions-là en Corée est vraiment important pour aborder le marché du travail ou aborder la culture du travail ici aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte du tout, même quand on a vécu comme moi dans d'autres pays asiatiques, parce que ça Mm. n'existe pas forcément ailleurs. Tu citais notamment l'exemple, on appelle les gens dans l'entreprise par leur fonction. Est-ce que tu peux en deux, trois mots expliquer un petit peu ça? Ouais, alors, en deux, trois mots, c'est quelque chose qui est très difficile à aborder, je pense, pour les étrangers, mais c'est vrai que, en fait, en Corée, pas que dans l'entreprise finalement, mais dans la langue coréenne et on va dire dans la culture coréenne, on s'adresse aux personnes par rapport à leur position. Alors, si c'est à l'université, ça peut par rapport à être s'ils sont de la même année que nous ou s'ils sont plus anciens. Si c'est dans la famille, c'est par rapport à si c'est la tante, l'oncle, etc. Donc, on n'adresse pas vraiment les gens par leur prénom directement, mais vraiment selon le contexte social dans lequel on parle, par leur position dans ce contexte-là. Et c'est vrai que dans une entreprise, ce qui est important, c'est que justement, quand on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à quelqu'un dans son contexte social dans l'entreprise. Et donc, il y a différents niveaux. Alors, les plus connus, c'est Sawon, Delhi, Chajang, Gujang, Chajang, Bujang. Mais alors, chaque entreprise a un petit peu sa petite sauce personnelle. Je crois j'ai vu un article, il y a plus de 150 titres différents qui peuvent exister dans les entreprises pour trouver pour s'adresser aux gens. Et c'est vrai que, alors c'est remis en cause dans beaucoup d'entreprises, en particulier SK aujourd'hui les a enlevés, ces titres-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui essayent d'arrêter cette culture-là. Et alors, de un, c'est difficile, c'est-à-dire que même quand ils essayent d'arrêter, les gens continuent d'utiliser ces titres-là et les gens y sont habitués et c'est un petit peu leur façon de s'adresser, de comprendre comment les relations fonctionnent. Mais très, très concrètement, excuse-moi, ça veut dire que par exemple, toi, tu dirais assistante Jane et elle te répondrait Ouais, oui, ingénieur Valentin. c'est ça. Ouais, Euh, c'est comme ça, hein, c'est la façon ouais, c'est comme dont ça, on ouais. s'adresse aux gens. Donc, c'est vrai que c'est très, très particulier. Et comment on sait surtout quel est le grade des personnes qu'on rencontre ou le titre ou la fonction? Ah bah, très important. Enfin, alors, si c'est au sein de l'entreprise, on check sur le système interne. Voilà, on regarde dans les emails. En plus, dans les emails, on peut le voir. C'est-à-dire que quand je reçois un email, par exemple, je reçois un email de l'assistant manager Kim. Je ne reçois pas un email de Monsieur Kim. C'est marqué dans son nom, enfin, pas dans sa signature, bien sûr, mais aussi vraiment dans le système d'email, l'expéditeur de l'email, etc. C'est dans tous les systèmes. Donc, même quand je reçois des emails d'autres entreprises coréennes, etc., c'est marqué dans leur nom et autres. Et ça fait partie aussi, voilà, si on a une réunion avec des gens qu'on ne connaît pas trop et autres, d'étudier un petit peu leur titre avant pour pouvoir s'adresser correctement. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, c'est très important d'avoir la cérémonie un peu des cartes de visite au début d'une réunion. C'est pour bien situer les gens, bien lire les titres des gens et bien être au courant de qui est qui dans la réunion en termes de titres.
D'accord. Oui, parce que j'allais dire à la machine à café ou quand on arrive dans une réunion où il peut y avoir plusieurs départements, Mm. là, on est directement en face à face avec une personne et donc il faut très vite savoir comment s'adresser à elle. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et alors, comment on fait? Bah, souvent, souvent, enfin, on arrive vraiment dans des réunions à l'improviste quand même. Donc, quand on a une invitation ou autre, on essaie de regarder les titres un peu pour voir qui est qui et justement s'en souvenir en arrivant dans la réunion. D'accord. Après, la bonne stratégie, c'est que quand on n'est pas trop sûr, parce que, alors ça, c'est le nunchi, c'est d'essayer de lire la pièce et d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est d'essayer d'attendre que quelqu'un d'autre l'appelle pour le noter. Donc après, voilà, il faut un petit peu être. Après, il y a aussi un feeling, c'est-à-dire que selon l'âge de la personne, on peut essayer d'imaginer son titre. Donc après, on peut aussi tenter au culot, ça m'arrive aussi de temps en temps. D'accord. Mais donc, oui, le message, c'était que c'est très, très protocolaire, mais que c'est Oui, en train de se simplifier petit à petit, notamment dans les grandes entreprises comme LG. ouais, ouais, tout à fait. Bon, et ben tant mieux. Très bien. Sur ces bonnes paroles, on va en rester là. Merci beaucoup, Valentin, encore une fois. Et puis, ben, à très bientôt. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Vous pouvez aussi nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, même si vous n'écoutez pas le podcast sur cette plateforme. Cela nous permettra de remonter dans les classements. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!